Bonjour à tous. Je me suis fait une réflexion dernièrement. C'est qu'on n'a pas beaucoup ri ensemble sur cette chaîne. Alors du coup, pour détendre l'atmosphère, je vous propose aujourd'hui de nous intéresser à un film qui parle de la mort. Bon, pas convaincu? Dommage, parce que pourtant, le film que je vais vous présenter cette semaine, c'est un film qui est vraiment très drôle. Et pour cause, c'est un film qui a été écrit et réalisé par Woody Allen. Alors, je vous vois venir et on se calme tout de suite. Je sais que Woody Allen, c'est un cinéaste qui divise, en particulier car sa filmographie est peut-être foisonnante, mais elle est aussi assez inégale. Mais le film que je vous ai sélectionné, c'est pas son plus connu, c'est pas non plus son meilleur, faut l'avouer, mais c'est quand même un film qui est très intéressant à bien des égards. Alors, accrochez-vous, car aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble Love and Death de Woody Allen. Woody Allen, donc, de son vrai nom Alan Königsberg, est un réalisateur américain que vous connaissez tous. En une cinquantaine d'années de carrière, il a réalisé globalement un film par an, dont certains sont absolument excellents, et d'autres beaucoup plus oubliables. Il réalise pour l'essentiel des comédies de mœurs, au ton plutôt léger, et qui mettent en scène des ménages bourgeois et intellectuels face à leurs propres contradictions. That day in Brooklyn was the last day I remember really having a good time. We never have any laughs anymore is the problem. I've been moody and dissatisfied. How often do you sleep together? Do you have sex often? Hardly ever, maybe 3 times a week. Constantly, I'd say 3 times a week. Et je dis bien pour l'essentiel, car Woody Allen il s'est essayé à d'autres genres, en particulier le thriller et le drame. La plupart de ses films, ils montrent un personnage archétypique qui se retrouve de film en film, qui est souvent interprété par Woody Allen lui-même. Ce personnage, c'est un homme, souvent juif, souvent new-yorkais, mais qui en tous les cas est toujours maladroit et minable, toujours complètement névrosé, en proie à des tourments d'ordre métaphysique, d'ordre existentiel, mais bon, selon plus terre à terre, aussi très souvent des tourmentes liées à sa vie sexuelle. You have a family? I had a wife, but she dumped me, if you can believe that. Somehow. Et si je prends le temps de vous décrire ce personnage, c'est parce qu'on le retrouve justement dans Love and Death. Boris Groushenko, c'est son nom. C'est un jeune homme, la trentaine, dont les idéaux pacifistes ne parviennent pas à cacher une certaine lâcheté en fait. Fellas, I'm a pacifist. I don't believe in war. He doesn't believe in war, eh? Ha! Napoleon, eh? He believes in war. What are you going to do when the French soldiers rape your sister? I don't have a sister. Il faut dire que depuis sa plus tendre enfance, il est absolument obsédé par la mort, mais à un point inimaginable. Alors malheureusement pour lui, quand les troupes de Napoléon envahissent l'Autriche, la Russie rentre en guerre. Et il est enrôlé de force. God damn you, you love Russia, don't you? Yes, sir. Louder! Yes, sir. You like it here, don't you? Yes, sir. You want to make a career out of the army, don't you? Well, let's not get carried away. From now on, you clean the mess hall and the latrine. Yes, sir. How will I tell the difference? Parallèlement à ses déboires militaires, il est aussi tiraillé au plus profond de lui par ses sentiments amoureux à l'égard de sa cousine, Sonia, qui est interprétée par Diane Keaton. Mais comble du malheur,
Sonia, elle est follement amoureuse d'un autre, le frère de Boris, Ivan. Mais Ivan la rejette, alors par dépit, elle épouse Leonid Voskovec, un marchand de harengs. Comme vous pouvez le deviner, le titre résume plutôt bien le film. C'est un film qui parle d'amour et de mort. Et pour cela, il va prendre principalement le point de vue de Boris sur ces questions. Regarding love, what can you say? It's not the quantity of your sexual relations that count. It's the quality. On the other hand, if the quantity drops below once every 8 months, I would definitely look into it. Un des premiers éléments qui saute aux yeux avec ce film, c'est son cadre, la Russie tsariste. Cette incursion dans un autre pays, dans une autre époque, est une singularité dans l'œuvre du réalisateur, qui préfère en général placer ses films dans l'Amérique contemporaine, et en particulier par exemple à New York, et ce malgré quelques escapades en Europe. D'ailleurs, Love and Death est en partie responsable de ce repli sur soi américain. Le film il a été tourné en France et en Hongrie, et le tournage s'est avéré absolument catastrophique, si compliqué que Woody Allen s'est juré de ne plus jamais tourner à l'étranger. Mais bref, je reviens à nos moutons. Love and Death se passe dans la Russie du début du 19e siècle. Et ça peut surprendre. D'autant plus que l'aspect film d'époque, il est complètement assumé, avec costumes et décors de circonstances. Mais aussi, et surtout, avec des scènes de bataille qui sont surprenamment bien reconstituées. Il y a une raison à cela. Le film, c'est une déclaration d'amour aux grands romanciers russes du 19e siècle, et à deux en particulier, Dostoïevski et Tolstoï. Le titre déjà fait écho à deux romans bien connus, Guerre et paix et Crime et châtiment. Et d'ailleurs, force est de constater que la référence à Crime et châtiment, elle sera reprise dans des films ultérieurs de Woody Allen, en particulier en 1989 avec le film Crimes and Misdemeanors, puis en 2005 avec Match Point. Il y a un dialogue de Love and Death qui vient officialiser cet hommage à Dostoïevski. Remember that nice boy next door, Raskolnikov? Yeah? He killed 2 ladies. No, what a nasty story. Bobek told it to me. He heard it from one of the Karamazov brothers. Oh, he must have been possessed. Well, he was a raw youth. Roy Youth, he was an idiot. And he acted insulted and injured. I hear he was a gambler. You know, he could be your double. Really? How novel. Alors je relève ici au moins 9 références à son œuvre, dont 7 titres exacts, un titre un peu déformé, et une référence à un personnage. Quant au How Novel final, c'est naturellement un trait d'esprit, jouant sur la double signification du mot novel en anglais, nouveau et roman. Et ce dialogue est loin d'être le seul clin d'œil à la littérature russe. Ce serait un peu laborieux, autant pour moi que pour vous, de tous vous les présenter dans cette vidéo. Donc contentons-nous de quelques exemples. Et commençons par le plus évident. Grushenko, le nom de Boris, fait étonnamment penser à celui de Grushenka dans les frères Karamazov. Frères, qui sont d'ailleurs au nombre de 3, comme la fratrie de Boris. Autre allusion à Grushenka, Sonia, tout comme elle, est mariée à un marchand qu'elle n'aime pas, mais qu'elle ne se résout pas à quitter, préférant à la place multiplier les amants. For the past weeks, I visited Soretsky in his room. Why? What's in his room? Oh. And before Soretsky, Alexei. And before Alexei, Allegorian. And before Allegorian, Asimov. Okay. Wait, I'm still on the A's. How many lovers do you have? In the Midtown area? Il y a aussi ces innombrables discussions mystiques, en particulier avec le prêtre, qui rappellent les discussions entre Alyosha et le starets Zosim. Les réflexions sur le meurtre sont un écho direct à celles présentées dans Crime et châtiment. Mais je vais m'arrêter là, parce que j'ai pas envie de vous perdre, ce serait dommage. Pas si tôt. Et puis j'ai parlé de Dostoïevski. Mais ce serait une erreur grossière de ne pas parler de Tolstoï, tant Guerre et paix a une influence forte sur la trame narrative du film. La guerre opposant la Russie et la France, ses conséquences sur le peuple russe, et l'idée folle d'assassiner Napoléon Bonaparte. Boris, What? I have an idea. What? Let's assassinate Napoleon. L'assassinat d'ailleurs donne lieu à une véritable réflexion sur le meurtre. Réflexion qui est tout droit tirée de Crime et châtiment, comme je l'ai dit. Cette réflexion n'est que l'une des nombreuses parenthèses philosophiques qui ponctuent le film, soit en dialogue entre deux personnages,
Morality is subjective. Subjectivity is objective. soit via un monologue, en regard caméra. The question is, have I learned anything about life? Only that human beings are divided into mind and body. La question du meurtre s'inscrit dans des réflexions plus larges encore. Des réflexions sur la mort et sur Dieu. Car la mort, comme je l'ai dit, elle hante le personnage de Boris, comme elle hantera de nombreux autres personnages, incarnés plus tard par Woody Allen. Hey, I'm going to buy you these books, I think, because I think you should read them. You know, instead of that cat book. That's pretty serious stuff there. Yeah, because I'm obsessed with death, I think. Pourtant, force est de constater que la mort n'est pas traitée avec gravité. Elle est au contraire l'un des principaux ressorts comiques du film. Même lorsque Boris, enfant, rencontre la mort dans une apparition qui n'est pas sans rappeler celle du 7e saut d'Ingmar Bergman. Har du tappat intresset för vårt spel? Tappat intresset? Tvärtom. Du ser ängslig ut. Döljer du något? Ingenting undgår dig, eller hur? Ingenting undgår mig. Ingen undgår mig. Jag är ängslig, det är sant. Du är rädd. Jag har glömt hur pjäserna stod. Men jag har inte glömt. Så lätt ska du inte slippa undan. Et autant le film de Bergman peut être sombre et profond, autant la rencontre chez Woody Allen est assez ridicule. Le jeune Boris cherche à apprendre les secrets de l'au-delà et insiste sur la seule question vraiment importante. Are there girls? Et quand la mort lui annonce qu'ils se reverront, Boris lui répond que ce n'est pas la peine. Traits d'esprit, qui ont dit beaucoup plus long sur sa peur de la mort que tous les monologues stériles qui pourront suivre. Et forcément, sa peur de la mort se traduit par un rejet pur et simple du meurtre. Il n'emportera pas la vie d'un autre. Since when is murder a heroic act? Violence is justified in the service of mankind. Who said that? Attila the Hun. Je dois vous avouer que je vous ai un tout petit peu menti. La mort, elle n'est pas tout le temps traitée à la légère. En fait, il y a bien un contexte dans lequel le film ne rit plus de la mort. Et ce contexte, c'est la guerre. Car en effet, malgré quelques gags qui ne sont pas les meilleurs du film, les scènes de bataille adoptent un ton beaucoup plus sérieux, qui contraste complètement avec le reste de l'œuvre. Elles sont absolument sublimées par une photographie magnifique. Car oui, je ne vous l'ai pas dit, mais Woody Allen a choisi comme directeur de la photographie Ghislain Cloquet, qui avait auparavant travaillé, entre autres, pour Alain Resnais, Louis Malle, Robert Bresson ou encore Jacques Demy. Si le pacifisme de Boris est raillé, réduit à une simple conséquence de sa propre lâcheté, en vérité, le film prend une posture surprenamment engagée quand il s'agit de parler de la guerre. On pensera par exemple à ce gag visuel bien pensé, lors duquel les généraux, au duo de leur colline, contemplent l'action, contemplent la bataille, et voient les soldats comme un simple troupeau de moutons. Wow. That looks completely different when you're in the middle of it than it does to the generals up on the hill. Ou alors, à cette réflexion implicite sur les liens entre le crime et la guerre. Mais moi, je veux insister sur autre chose. Pour filmer la guerre, Woody Allen s'inspire directement du travail d'Eisenstein, et en particulier du cuirassé Potemkin. Car si la référence la plus visible est ce plan sur un homme tué d'une balle dans l'œil, c'est bien plus encore par la construction générale de ces plans et par un montage très référencé que Woody Allen rend hommage au film soviétique, et en particulier à la scène du massacre dans l'escalier d'Odessa. Plus qu'une simple référence, cette reprise apporte littéralement une violence et une profondeur qui sont absolument inattendues à ce stade. Ah oui, tiens, je parle d'Eisenstein. Mais il y a plein d'autres références cinématographiques, en plus des références littéraires. D'Eisenstein, il reprendra aussi les plans sur les statues de lions, mais en les inversant. Au lieu de montrer l'éveil de la révolte, il nous montre, à son personnage de Boris, un véritable pleutre qui est prêt à s'endormir. Quant aux scènes les plus spirituelles du film, difficile de ne pas y voir la marque d'Andrei Roubliev, de Tarkovsky.
Mais la référence dramatique la plus présente, c'est celle d'Ingmar Bergman. Il faut dire que Woody Allen le considère comme une figure tutélaire, depuis qu'il a vu Monica, adolescent. C'est une figure tutélaire qu'il cite dans nombre de ses films, par des allusions directes ou en lui empruntant certaines idées visuelles. Ici, outre l'apparition de la mort, il y a la superposition finale des visages de Sonia et de sa cousine, qui rappelle cette célèbre image de Persona. Alors tout de suite, je comprends votre frustration. Je vous avais promis qu'on allait rire aujourd'hui, et là je vous parle de Dostoïevski, de Tolstoï, de Bergman, d'Eisenstein, de Tarkovsky. Pas vraiment des gens qu'on inviterait à son anniversaire pour bien rigoler. Tout cela est effectivement présent, mais accompagné d'un twist humoristique. Ainsi, par exemple, il y a ces réflexions philosophiques permanentes, comme je l'ai dit. Ces réflexions qui sont héritées du roman russe. Eh bien, le cinéaste s'amuse à en réduire la profondeur, en y introduisant des raisonnements logiques fallacieux. Every action has a cause. The universe exists, therefore it has a cause. It follows God created the universe, therefore he exists. Ou alors en les étirant de façon ridicule. Therefore, to love is to suffer, not to love is to suffer. To suffer is to suffer. To be happy is to love. To be happy, then, is to suffer, but suffering makes one unhappy. Therefore, to be unhappy, one must love, or love to suffer, or suffer from too much happiness. I hope you're getting this down. Ou bien simplement en les saturant de jargon philosophique. But judgment of any system or a priori relation of phenomena exists in any rational or metaphysical or at least epistemological contradiction to an abstracted empirical concept such as being, or to be, or to occur in the thing itself or of the thing itself. Je n'en dirai pas beaucoup plus ici, car je ne veux pas vous ruiner le plaisir de toutes les blagues et toutes les situations grotesques qui jalonnent le film. Mais laissez-moi tout de même le plaisir de vous montrer cette scène de séduction, absolument magnifique à l'opéra. D'ailleurs, tout comme pour les aspects plus sérieux, le comique de Love and Death est très référencé. Beaucoup d'éléments, tant dans l'intrigue que dans l'écriture, renvoient par exemple au Monsieur Beaucaire de George Marshall, et en particulier aux facéties du dit Beaucaire, qu'interprété par Bob Hope. Tout comme lui, par exemple, Boris tentera une pendaison ridicule. Tout comme Monsieur Beaucaire se fera passer pour un noble marié à la princesse d'Espagne, Boris prendra la place d'un noble espagnol pour pouvoir approcher Napoléon. Autre grand repère comique pour Woody Allen, Groucho Marx. Et là encore, on retrouve sa marque un peu partout dans le film, en particulier dans un certain sens du burlesque, qui rappelle Groucho Marx, certes, mais aussi les films qui précèdent Love and Death dans la filmo de Woody Allen. Et d'ailleurs, c'est avec ça que j'aimerais conclure cette vidéo. La place singulière et vraiment intéressante qu'occupe ce film dans la filmographie de Woody Allen. Love and Death, c'est un film qui clôt ce que l'on pourrait qualifier de première période dans le cinéma d'Allen. L'époque du comique pur. C'est ce cinéma burlesque à souhait qui lui a apporté un succès public et critique, et lui a permis de quitter la scène des cabarets pour passer derrière la caméra. Car oui, il ne faut pas l'oublier, avant d'être un cinéaste, Woody Allen était un homme de scène. I was suicidal, as a matter of fact, and would have killed myself, but I was in analysis with a strict Freudian, and if you kill yourself, they make you pay for the sessions you miss. You know? Avec des films comme Bananas, Take the Money and Run, ou encore Everything You Always Wanted to Know About Sex, But Were Afraid to Ask, il transposait encore son jeu de cabaret dans ses films, en développant progressivement ce personnage de Woody, qui restera tout au long de sa filmographie. Mais en livrant surtout des films sans grande profondeur, des films dont l'intrigue et l'image ne sont finalement que des prétextes pour caser autant de gags et de blagues que possible. Love and Death, à ce titre, marque une véritable rupture avec cela, bien qu'il conserve ce rythme très rapide et un humour omniprésent. En effet, par ses thématiques, le film se montre beaucoup plus adulte et permet d'entamer une discussion philosophique, via un tissu de références très élaboré. Cet essai se montrera gagnant, car après Love and Death, Woody Allen décide d'abandonner le style comique de ses débuts, pour écrire à la place un film qu'il veut plus mature, mieux construit, avec des personnages vraiment complexes, sans pour autant perdre ce petit grain de folie. C'est un pari gagnant, car ce film
ce sera Annie Hall. Et si vous n'avez pas vu Annie Hall, inutile de regarder la conclusion de ma vidéo, allez juste voir Annie Hall à la place. Still the thrill that it was the day I found you seems like old times. Et voilà pour aujourd'hui. Alors Love and Death, c'est un film qui est truffé de références. C'est un film qui a à mourir de rire et qui reprend la littérature russe pour en faire une comédie complètement loufoque où Woody Allen se donne vraiment à son maximum. Pour moi, c'est vraiment le point culminant de cette première période de Woody Allen, cette période complètement folle où son humour n'avait aucune limite. Mais en même temps, c'est un film où il commence à s'assagir. C'est un film où il commence à explorer ses références plus sérieuses, qu'il n'abandonnera pas. Les références à Dostoïevski, en particulier à Crime et Châtiment, mais aussi les références à Ingmar Bergman, à Tarkovsky, à Eisenstein, des cinéastes qu'il adore et dont il parlera dans l'essentiel de ses films. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine, riche en découvertes cinématographiques, et je vous dis à bientôt.